En fait, en théorie, tout le monde peut être fondateur. J'avais 24-25 ans, j'avais pas d'expérience professionnelle. Et Antoine m'a proposé qu'on s'associe pour monter Kerala Venture. Je suis le CEO d'une société qui s'appelle Carbon Fact. Donc on aide des marques de mode, des fournisseurs de mode à mesurer leur impact environnemental et le réduire. Donc serial entrepreneur. Aïe, on emploie les buzzwords directs. Et Y Combinator nous a dit, votre idée elle est pas bonne, mais vous avez l'air pas mauvais, venez, mais en revanche changez d'idée, quoi. On peut créer une entreprise qui va réaliser des centaines de millions de chiffres d'affaires récurrents annuels. Notre conviction, c'est que à la fin, ce qui est bon pour l'humanité et ce qui est bon pour les entreprises, les consommateurs, les gouvernements vont converger. Qu'est-ce qui a fait de toi un bon VC? Ta vocation à être billion dollar company? C'est quel client qui t'a le plus agréablement surpris? Est-ce que t'aimerais que Shein soit client de Carbon Fact demain? Si ça crache demain, tu fais quoi? Tu remontes une boîte? Monter une boîte avec Camille un jour, ta femme. C'est qui le CEO ou la CEO? Carbon Fact demain, tu peux le revendre? Ah! S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Allez, on va pas se mentir, réveil un peu chaotique, mais beaucoup de plaisir. On a traversé Paris pour rencontrer Monsieur Marc, que j'ai dû convaincre, quand même. Vrai ou pas vrai? À moitié vrai. Ouais. Bon, comment ça va, Marc? Ça va trop bien, merci. Et toi? Bah bien, c'est le seul invité qui arrive une demi-heure en avance et qui me rappelle à quel point j'étais en retard. Donc voilà, on met les pieds dans le plat. Bon, j'ai une première question à te poser. Bon, très très basique, t'es entrepreneur. Depuis quand? Tiens, c'est une vraie question. Est-ce que c'est depuis Kerala ou de la suite ou... Kerala, en 2015, c'était une forme d'entrepreneuriat. On n'a pas monté une start-up ou une société, mais un véhicule d'investissement. Donc from scratch. Ouais, donc tu peux dire janvier 2015, quoi. Ok, bon, on parle donc serial entrepreneur. Aïe, on emploie les buzzwords directs, il n'y a pas d'échauffement. Quel beau teaser, même pas besoin de le monter. Bon, t'as monté quoi? Là, ce que je fais en ce moment, là? Ouais, bah t'es CEO de quoi? On dirait dans quel cadre? Je suis le CEO d'une société qui s'appelle Carbon Fact. Qu'est-ce que fait Carbon Fact? Qui est un logiciel de mesure d'impact environnemental pour les entreprises dans l'industrie de la fashion. Donc on aide des marques de mode, des fournisseurs de mode à mesurer leur impact environnemental et le réduire d'année en année. Première question qui n'est ni sur la fashion ni sur l'impact environnemental. C'est quoi le job d'un CEO? Waouh. Réveil tardif mais philosophique. Ouais, franchement, pas d'échauffement. Non, écoute, je pense que pour bien répondre à cette question, il faut commencer par dire que ça dépend du stade de maturité de l'entreprise. Moi, je les ai pas tous connus, mais j'ai connu le zéro à là où on est aujourd'hui, donc à savoir une trentaine de collaborateurs. Non, mais tu veux pas dire 0 to 1? Là, t'es à combien, tu dirais? En termes de stade de maturité? Ouais, non, mais tu vois, genre, là aujourd'hui, on a une trentaine de salariés, on a à peu près une centaine de clients, on fait des millions de chiffres d'affaires. Donc c'est à la fois petit et en même temps on est plus gros qu'il y a 3 ans. Donc j'ai un peu connu ce T'es à 10, tu dirais? Ah, je sais, c'est dur à dire. Bon, t'es dans la phase 1 to 10. Ça va dépendre de l'échelle que t'emploies derrière. Je repose la question du coup sur les CEO, mais peut-être aujourd'hui, tu vois. C'est quoi toi ton rôle de CEO aujourd'hui pour une boîte de 30 personnes? Aujourd'hui, j'aime bien les analogies avec le sport. Je trouve que mon métier c'est un peu un métier de sélectionneur. Donc choisir les gens qui vont venir jouer dans l'équipe. C'est un peu un métier de président de club parce que c'est toi qui gères, en tout cas dans Carbon Fact, c'est moi qui gère la partie financement, levée de fonds et cap du club. Okay. Où on va, c'est quoi l'objectif. La vision. Et j'ai un tout petit rôle aussi, un peu genre meneur de jeu, où tu peux sur le terrain
distribuer un peu la balle, les priorités, mettre un peu l'accent sur attention, il faut aller un peu plus là, un peu moins là. Numéro 10 Mais ouais, mais après, c'est pas moi qui mets les buts, tu vois. Ok. C'est pas moi qui empêche d'en prendre. Ok. Intéressant. Bon, vas-y, c'est bon, on va parler foot. Hein. Alors pour le coup, je suis vraiment nul en foot et je suis pas du tout le foot. Ah merde, parce que t'as des rêves ou pas sur les trois postes que tu m'as donné? Non, franchement, président de... très peu. Franchement, j'ai juste employé cette métaphore parce qu'elle parle à beaucoup de monde vu que le foot c'est un sport très populaire en France. Mais pas à toi, visiblement. Non, franchement, non. Je suis assez nul en foot. Tellement drôle. Ok, je vais te poser cette deuxième question là-dessus. C'est quoi la différence entre un CEO et un founder? Et est-ce qu'il y a vraiment une différence quand t'es que 30 personnes? Il y a une différence de fou. Ça n'a rien à voir. On peut être fondateur et ne pas être CEO. On peut être CEO et ne pas être fondateur. Parfois, des gens sont bons pour faire les deux. Je pense que c'est rare. Statistiquement, il y a peu de chances que ce soit la bonne personne qui soit faite pour faire les deux rôles. Ok. Et il se trouve, en fait, effectivement, le seul truc, c'est qu'au début, au tout début, le founder n'a pas d'autre choix que d'être aussi CEO. Mais lorsque l'entreprise est plus grosse, l'opportunité se présente de splitter, distinguer les deux rôles. Et parfois, ça fait du sens de le faire. Et c'est quoi les diffs entre les deux, tu dirais? Et après, je vais te demander ce que tu préfères. Je préfère te le dire dès maintenant. Ouais, la différence entre les deux, c'est pas si facile que ça à délimiter. Je pense que on attribue souvent aux fondateurs les sujets liés à la vision très long terme, à la culture de l'entreprise. Mm-hmm. Et au CEO, peut-être des sujets un peu plus opérationnels, de priorités stratégiques et d'orchestration du travail du top management, quoi. J'ai posé la question à plusieurs invités. Je commençais à avoir un petit peu... Ah, t'as un benchmark là, du coup? Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression, les gens ils disent pas vraiment, mais est-ce que tu dirais, toi, par exemple, que le CEO, notamment, j'allais dire, mais même pour une boîte de 15 personnes qui veut monter à 30, par exemple, il y a un côté très pragmatique, rationnel, alors que le founder qui porte une vision, qui parfois c'est du gut feeling, il y a de l'émotion. Est-ce que c'est la différence ou pas? Il y a sans doute une partie de ça. En fait, en théorie, tout le monde peut être fondateur. Quasiment. Tu peux vraiment montrer une entreprise pas trop difficilement. J'imagine qu'on pourra en reparler. On va en parler. Sinon, ça sert à rien que je fasse ce podcast, quoi. Donc, en théorie, sur le papier, tout le monde peut être fondateur. Et ensuite, être CEO d'une entreprise avec pas mal de salariés, pas mal de clients et tout. Pas tout le monde. Ça, c'est plus un métier, tu vois. Donc, tout le monde n'est pas fait pour ce métier, je pense. Alors, entrepreneur ou founder n'est pas un métier. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Ouais, c'est un état d'esprit, c'est quoi? Ouais, t'as été là au bon moment, au bon endroit, quoi. Mais dit autrement, les gens ne sont pas rémunérés pour être fondateurs. Moi, je suis rémunéré par Carbon Fact, pas parce que je suis fondateur, parce que je suis CEO. Mais demain, si on pense que quelqu'un est mieux que moi pour être CEO de la boîte, il faudra que ce soit cette personne qui soit CEO de la boîte. Alors en revanche, je serai toujours fondateur. Est-ce que ton job de CEO est une expiration date? On verra, hein. Franchement. Non, mais pour le coup, je suis très à l'aise là-dessus. On a une mission avec Carbon Fact qui est de décarboner l'industrie de la fashion. On peut construire une entreprise qui peut aider à la réduction de plusieurs centaines de millions de tonnes de CO2 par an. Ça peut être quasiment l'équivalent de la France en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On peut créer une entreprise qui va réaliser des centaines de millions de chiffres d'affaires récurrents annuels. Et après, est-ce que je serais toujours la bonne personne pour piloter une entreprise qui fait 100 millions, 200 millions de chiffres d'affaires? Impossible pour moi de le dire. Est-ce que j'en ai envie aujourd'hui? Oui. Est-ce que j'en aurai envie dans 5 ans? Je ne sais pas te dire. Est-ce que je saurais le faire? Je ne sais pas te dire. Serein avec l'incertitude? Ouais. Si tu embrasses pas l'incertitude, là pour le coup, je pense que tu peux pas être fondateur. Moi, je considère que c'est une très belle intro, une très belle mise en bouche. On va revenir. Yacine Philosophe revient dans quelques minutes. Là, je vais te cuisiner un petit peu sur en fait qui est Marc avant Kerala, quoi, parce que moi je t'ai connu via Kerala. Okay. Mais encore avant ça, il y a 2 petits vinyles derrière toi, 2 derrière moi. Est-ce que tu peux me pitcher très rapidement pourquoi tu les as choisis? Et je spoil aussi. Putain, je voulais faire cette intro, je voulais dire dans la famille Thomas Laurent, je demande le papa. Parce que spoiler, j'ai reçu ta femme il y a quelques jours.
très rapide, hein. Vous voyez, la semaine dernière. Il te manque plus que la fille et c'est bon, quoi. On a un pack famille. Alors, Nour prend son ticket pour dans quelques années. Si je suis encore podcasteur, avec grand plaisir. Alors là, mais je vais la cuisiner, elle est même pas prête. Ouais, pour revenir à ces petits vinyles, qu'est-ce qui te parle? Pourquoi? C'est pas une très grande profondeur. J'adore l'électro. Ok. Donc Daft Punk, Justice, c'était un must-have, quoi. Make sense. Ok. Ouais. Et le Being Bipolar, It's Awesome. Alors là, j'avoue que j'ai adoré la cover. J'ai trouvé ça très très marrante. Et Ray Charles, because Ray Charles, quoi. Allez, c'était l'instant culture. Putain, il me faudrait un petit jingle. Bon, revenons à nos moutons. Tu faisais quoi avant de monter avec notre cher Antoine Fraise, Kerala? Et on va parler d'ailleurs de Kerala. Vous aviez un positionnement assez particulier. Vous étiez un peu le cool kid parmi ces VC très vieux, disons le clash. Donc, on va en reparler. Mais ouais, tu faisais quoi avant? Comment t'as atterri dans l'entrepreneuriat, en fait? Fast forward, moi j'ai toujours voulu monter une entreprise. Ou à l'époque, quand j'étais plus petit, ça pouvait être même reprendre une entreprise. Ok, le reprenariat était déjà un truc que t'avais ça m'intéressait. On en reparlera, j'imagine, dans les raisons pour lesquelles moi j'ai voulu être entrepreneur. C'est que je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, t'as un peu la main sur la construction d'une organisation avec les règles que tu penses être les bonnes, avec la façon de travailler que tu penses être la bonne, avec les personnes que tu penses être les bonnes. Et en fait, pour moi, ça ressemble un peu à modeler un peu la façon dont, selon toi, le monde devrait marcher, quoi, en termes de rétribution de la performance, en termes d'organisation, de communication. Et donc, être entrepreneur, c'est un peu genre avoir la page blanche sur comment est-ce que devrait fonctionner une entreprise. Et je trouve ça m'a toujours passionné. Ma mère est entrepreneur. Donc c'est l'esprit créatif un petit peu. Ouais, c'est la liberté de pouvoir construire un environnement. En l'occurrence, c'est une organisation économique qui répond à des règles qui sont selon toi les bonnes. Et donc j'ai fait des études d'ingénieur un peu par hasard. Après, j'ai fait un master en entrepreneuriat parce que justement j'avais envie de faire ça. Ça encore. Ouais, c'est HEC entrepreneur, c'est assez. C'est pas mal. Ouais, franchement, c'est bien. Oui, c'est bien. Et dédicace à tous les invités que j'ai reçus de ton. Ouais, tu dois avoir un sûr et certain nombre. certain. Et après, j'ai fait un premier stage en capital risque. T'étais chez qui? J'étais chez Alven. Donc à l'époque. Oui. En 2013. Et après, j'ai rencontré Antoine Fraisse qui donc dirigeait Otium Capital et qui cherchait quelqu'un pour remplacer Stanislas Nyokchato qui venait de quitter Otium pour monter Doctolib. Les belles histoires. Ouais, c'est une belle histoire. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Antoine. Au début, je lui ai dit, écoute, trop sympa, mais moi, ça m'intéresse pas. En fait, je veux monter ma boîte. Ah, t'étais en mode, je veux monter ma boîte. Ouais, je voulais monter ma boîte. J'avais fait du VC, idées? j'avais fait 6 mois de VC et j'étais en mode, maintenant, c'est bon, je veux monter ma boîte. Et Antoine m'a retenu par la manche en disant, non, attends, t'as pas compris, nous, on n'est pas des VC classiques. Otium, on est souvent majoritaire dans les entreprises, donc vraiment en manette. Et en fait, si tu viens chez Otium, ça sera le meilleur MBA pour monter ton entreprise. Et la preuve, Stan va monter une boîte. Philippe de Chanville et Christian avaient monté monéchelle.fr, devenu ensuite Mano Mano. Donc Otium, c'était vraiment... C'était monéchelle.fr avant. Ouais, ça date. Oh damn, trop drôle. Et donc ouais, c'était un peu une usine à entrepreneurs, quoi. Donc on a fait ça et... Tu me fais une intro, founder de Mano Mano? Ah bah bien sûr. Alors je les connais moins bien que sans doute d'autres invités que t'as. Ouais, je vais aller voir Antoine. Ouais, bien sûr. Je sais pas s'il me connaît, Antoine. Moi, je le connais. C'est l'essentiel. Je vais te poser cette question juste. T'as donné tellement d'éléments. Moi, je le dis dès maintenant. Tu m'as parlé de définir tes règles. Donc, as-tu eu un problème avec les règles et la hiérarchie plus jeune? Mais même avant ça, tu me parles d'entrepreneuriat assez jeune. C'est quoi tes rêves? Et t'as parlé de ta mère. Après, je t'ai un peu interrompu. Ouais, non. Si tu veux revenir là-dessus, mais est-ce que t'avais des rôles modèles? Est-ce qu'il y a des gens auprès de qui tu t'identifiais dans cet esprit créatif, cet esprit de d'écrire tes propres règles du jeu? Ah bah ouais, ma mère, sans aucun doute. On la salue. Elle avait un commerce de fleurs, donc ça c'est de l'artisanat, mais elle a construit un peu ses règles avec ses salariés. Et... Ouais, j'ai toujours trouvé ça passionnant d'avoir une liberté. J'ai aucun problème avec les règles. J'ai été très content quand j'étais salarié. Tant que je comprenais pourquoi est-ce que les règles étaient construites comme ça. Et dès lors que il y avait des choses qui me turlupinaient,
je me disais, en fait, ça devrait pas être comme ça. Par exemple, pour en citer une parmi tant d'autres, des règles qui obligent des gens à venir au bureau, ou des règles qui vont venir limiter la rémunération variable de commerciaux. Alors que même si, en fait, il y a des moments où en fait, les intérêts sont alignés. Les commerciaux. Il y a plein de règles comme ça que je trouvais un peu étonnantes dans la construction. Et pour le coup, quand tu es salarié, tu as rarement l'occasion de pouvoir les remettre en question. Et là où, lorsque tu fondes ta propre boîte, c'est un peu comme si tu partais d'une feuille blanche pour écrire ta constitution. Mais t'as vu ça? Tu les as vécues, ces limites? C'est-à-dire challenger peut-être, tu vois, des règles et qu'on te de près, alors soit moi personnellement, soit des proches Donc, qui étaient salariés. Et en fait, je me suis dit ok, voilà, c'est un peu ça le salarié. Même à l'école ça... peut-être? Non, franchement, moi j'étais ennuyeux au possible à l'école. J'étais un bon élève, rien de spécial. Il y a pas grand chose de croustillant de ce Allez, côté-là. next. Oui, non, mais j'ai très bien compris. Ok, t'étais bonne, pas rien comportement non plus. Non, franchement non. J'essaie juste de comprendre une chose. Est-ce que c'est dans ton ADN et ta personnalité de challenger les choses ou pas? Moi, oui. Je te le dis cash. Donc, moi, j'ai besoin de me brûler 3 fois avant de dire, le feu il brûle. Ouais, non, franchement, je pense pas. Tant que je comprends pourquoi est-ce que les choses sont comme ça, tant que je comprends et que je suis d'accord avec le fait qu'elles soient ainsi, je les remets pas en question. Mais le jour où je suis pas d'accord, ouais, je vais remettre en question, mais donc, tu vois, j'ai pas. Et tu me parles de liberté dans l'entrepreneuriat. Je t'emmerde encore là-dessus. À quel moment t'as pas eu de liberté, toi? Ou pareil, c'est que des. En fait, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que c'est un reflet de la société professionnelle que t'as eu assez tôt, dans lequel tu t'identifiais pas. Un petit peu, peut-être. Tu te voyais pas en CDI et construire une carrière? Non, je pense pas. Parce que j'avais trop envie d'être aux manettes, quoi. Trop envie de pouvoir écrire les règles selon ma façon de voir les choses. Mais tu l'expliques, ça? Tu t'es déjà posé les questions? Je pense que j'ai été frustré dans certains stages avant, pas à Alven, mais avant, ou quand j'entendais des amis qui étaient dans des entreprises et que je voyais donc, qu'ils étaient confrontés à des règles parfois questionnables, hein, à minima. J'ai peut-être un peu jeté le bébé avec l'eau du bain et je me suis sans doute dit bon, si c'est pour être heurté à des règles qui sont parfois pas légitimes, je trouve, et sans avoir aucun levier pour les modifier, c'est un peu la recette de la tristesse. Donc partons d'une feuille blanche et écrivons nos propres règles. Avec un peu de bonheur, quoi. Avec un peu de bonheur, quoi. Quel entrain, quel enthousiasme. Bon, je vais fast forward, on va arriver sur Kerala. J'aimerais juste savoir une chose. Bon, Antoine est un peu plus âgé que toi. Hein. Ouais. Antoine. On trahit pas les âges. Je sais pas quel âge il a maintenant. Faut pas kiffer ce podcast. Ouais, il doit avoir entre. Je dirais autour de 47. Il 50. est mature, il est mature. Par là. Ouais, il est encore vachement jeune pour le coup. Mais... ça t'a fait quoi que un mec un peu plus âgé, quand toi tu commences ta carrière, mise sur toi? Antoine, là-dessus, il est exceptionnel, voire unique, je pense, en France. Faut remettre les choses de manière factuelle. J'avais 24-25 ans, j'avais pas d'expérience professionnelle ou quasiment pas. On avait bossé ensemble pendant 1 an chez Otium. On avait ensemble travaillé sur le deal de vente de la fourchette à TripAdvisor. Qui s'est très bien passé, belle histoire et tout, tu vois. Et Antoine m'a proposé qu'on s'associe pour monter Kerala Ventures avec donc un de ses potes à lui qui s'appelle Olivier Ocelli, qui avait lui aussi monté et revendu une boîte avant. Et moi, j'étais trop chaud sur le papier. Enfin, il n'y a aucun jeune de 25 ans à qui tu dis vieux, est-ce que tu veux monter un fonds d'investissement early stage C'est pas une start, c'est à une époque tu où veux gérer de l'argent, quoi. Ouais, à une époque où on est en 2015, l'écosystème français est pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Il y a quelques fonds d'amorçage, mais très peu, et qui ont parfois une approche soit très financière, soit un peu massive, à mettre beaucoup de tickets, et donc mécaniquement à avoir peu de présence opérationnelle. Et nous, on se dit, il y a peut-être un angle. Donc ouais, sur le papier, j'étais chaud comme un volcan, quoi. Et en revanche, j'avais un problème, c'est que j'avais pas d'argent, quoi. Ah, ok. Ce qui n'est pas un petit problème quand tu veux monter un fonds. Bon, après, il y a des management fees, non? Vous avez pu vous rémunérer? Non, parce que du coup, en gros, le concept, c'était d'investir notre propre argent. Et donc, ce qu'on fait, Antoine et Olivier,
c'est qu'ils m'ont proposé de me prêter de l'argent. À 25 ans. À 25 ans, pour du coup devenir actionnaire de Kerala Ventures. Et je me rappellerai toujours, en gros, donc, tout ça c'est public, quasiment, ils m'ont prêté 300 000 euros. Et ils m'avaient dit, écoute, on te prête 300 000 euros, si Kerala marche, tu nous rembourseras et tu t'en ficheras. Ce sera vraiment et si ça marche une pas bagatelle. Et si ça marche pas, bah écoute, c'est comme si tu rembourserais un appart que t'as pas. Deal. Et ouais, on a fait ça, quoi. Non, mais c'est ouf. Quand je t'ai un peu posé la question de la légitimité, j'en vois une 2. Je reflète mes peurs. Bon, j'ai 30 ans, donc en vrai, 24 ans, c'était il y a 6 ans, mais c'était hier pour moi. Et je vois très bien ce truc de tu sors d'école et bon, bah, t'essayes de te confronter à la vie professionnelle. Tu sais pas ce que tu vaux réellement et tu dois te comparer aux autres. Un mec un peu plus âgé que toi qui te propose de monter un fonds, est-ce que tu te sens légitime, toi, d'apporter de la valeur dedans? Et une fois que tu es dans les opérations, est-ce que tu te sens légitime, gosse de 24-25 ans, je sais pas, si, il y a un côté conseiller des entrepreneurs, mais aussi les juger du potentiel d'un truc que tu n'as pas expérimenté réellement avant. À 100%. Donc, très clairement, non, tu te sens pas légitime. Après, ça, c'était pour le coup pas un secret. Antoine savait que j'étais pas légitime. En revanche, il avait vu sans doute du potentiel. Et le deal qu'on avait, c'était que en fait, j'allais apprendre, quoi. Et donc, sur tous les boards auxquels j'ai participé sur les premières années de Kerala, j'étais à 80-90% silencieux. Du shadow, quoi. J'écoutais, je comprenais, je suivais Antoine et tout. Progressivement, au fur et à mesure que je comprenais un peu la mécanique des choses, je participais de plus en plus pour à la fin avoir mes propres boards et être signataire des choses, quoi. Donc et pareil pour l'apport opérationnel. Donc, quand j'ai commencé, j'avais dit, donc à l'époque en 2015, on avait 3 sociétés en portefeuille, dont Doctolib. Et j'avais tout de suite dit à Stan, écoute, moi je vais pas pouvoir t'aider sur les sujets strat et tout, je suis pas là, quoi. Pas encore, je suis trop jeune. En revanche, j'ai de l'énergie, j'ai du temps, je peux transpirer, et donc je peux être une espèce d'extension de tes heures de travail pour que tu ailles plus vite, quoi. Et donc c'est quoi, chief of staff, kind of? Non, pour le coup, j'ai beaucoup bossé sur le recrutement. Okay. Doctolib a un modèle qui fait qu'il y avait beaucoup de besoins en recrutement, notamment de commerciaux, et j'ai beaucoup bossé sur le recrutement comme ça, quoi. Tu parles de recrutement avec Kerala. Il me semble que vous avez lancé une sorte de newsletter ou non, enfin je sais plus. Il y avait en quoi c'était important? En gros, le constat, c'est que lorsque tu as trouvé une équipe d'entrepreneurs qui, selon toi, a la bonne vision, tu les as financés, donc ils ont l'argent pour exécuter. Le seul point manquant, c'est l'exécution. L'exécution, c'est les fondateurs et l'équipe. Et donc, en aidant les entrepreneurs à recruter les top 10-20 premiers salariés, en fait, on pense que tu peux avoir un impact massif sur la trajectoire de la boîte. Ça, c'est le constat. Et partant de là, on a décidé effectivement de faire nous-mêmes de la chasse proactive pour recruter des candidats pour nos compagnies, nos entreprises en portefeuille. On a créé des newsletters, notamment Talent Letter et First 20 pour screener les candidats toutes les semaines, résumer un peu leur profil et leurs attentes et envoyer ça à des CEO. Et on a pas que le portfolio, hein. Pas que le portfolio, pour le coup, c'était vraiment pour tout l'écosystème. Mais c'est encore... ça existe encore? Ça existe encore, ouais. C'est pourquoi vous avez fait ça, juste? Est-ce que tu saurais? Je comprends que l'humain est l'asset le plus risqué et le moins... celui qui est beaucoup plus dur à analyser. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté servir l'écosystème ou intérêt de communication et de branding sur Kerala? Non, pas communication branding, mais il y avait un intérêt double. Pour nous, très clair, ça nous donnait un droit de regard sur tous les candidats qui cherchaient à aller dans le monde des startups. Et c'est comme ça qu'on a pu, entre guillemets, préempter des candidats pour qu'ils aillent en priorité dans nos entreprises en portefeuille. Et bien sûr, par ricochet, on a permis en fait des centaines de recrutements dans des entreprises dans lesquelles on n'était même pas actionnaire. Donc c'est aussi bon pour l'écosystème. Et quand c'est bon pour l'écosystème, à la fin, ça finit par être bon pour toi aussi, quoi. Ok, très clair. J'ai retrouvé ma question. C'était quoi? Tout simplement, qu'est-ce qu'Antoine il a vu chez toi? En fait, je comprends, t'as dit il a vu un potentiel.
Et j'ai trouvé d'ailleurs, ça, je me suis réécouté ce que tu as dit il y a 30 secondes. Je trouve ça fou qu'un VC soit capable de dire je suis pas la bonne personne pour t'accompagner sur cette partie-là. Ce que tu disais à Stan pour Docto. Ouais. Mais du coup, ouais, non. Bah, peut-être Antoine, il a vu cette lucidité. Je pense qu'il a, tu lui demanderas d'ailleurs, mais je pense qu'il a vu de l'envie, de l'énergie, de la motivation, de la volonté de m'investir énormément. Et à côté, une forme d'humilité, de lucidité sur le fait que j'avais encore beaucoup à apprendre et que j'étais avant tout là pour apprendre, progresser avant de pouvoir devenir un vrai investisseur. Mais pas ta grille d'analyse qui était différente? T'as 24 ans, t'es plus naïf. On en parlait d'ailleurs juste avant. La naïveté, j'avais moins formaté, quoi. J'avais vu pendant quelques mois, pendant à peu près 8 mois chez Alven, comment une équipe de professionnels analysait des deals. J'avais appris un petit peu, mais vraiment une surcouche, quoi. Mais c'est pas ça qu'il allait chercher? Tu Non, t'emmerdes non. là-dessus? Non, Ok. c'est sûr que non. Ok, bah fast forward, qu'est-ce qui a fait de toi un bon VC? Franchement, Je considère que c'est un métier d'humain. Est-ce que t'es d'accord ou pas? il y a une expression qui dit Junior VCs think they are good, Senior VCs know they are lucky. Ok. Et en Fais gros, la trad. en vrai, franchement, quand t'es un Ça bon peut aller. VC, Ouais. faut aussi reconnaître la part de la chance. Mhm. T'as des... Tu sais, c'est une loi de puissance, hein, tu le connais, tu le sais, la performance d'un fonds respecte une loi de puissance. Il y a une entreprise qui va concentrer C'est une 90% de ta performance et le reste qui va représenter 10%. Et parfois, réussir à investir dans cette entreprise qui fait le gros, ça, c'est parfois un peu de la chance, quoi. Je trouve que c'est de la chance parce qu'aujourd'hui, enfin, en plus, toi, t'es arrivé à un moment où l'écosystème a commencé à grossir. Il y a eu de plus en plus de VC. Et j'ai l'impression que les entrepreneurs, quelques années après, ont commencé à avoir ce bargaining power de leur côté. Pour qu'ils choisissent Kerala, c'est qu'il y a une raison. C'est pas de la chance. C'est un truc que vous cultivez, que vous travaillez. Enfin, c'est un peu les deux. Tu vois, il faut que l'entrepreneur te choisisse. Il faut que toi, tu le choisisses. Donc, il faut aussi aller chasser. Donc, faire en sorte que l'entrepreneur te choisisse, ça, c'est un peu comme en business, c'est du positionnement. Tu as une proposition de valeur, un prix, un message qui résonne ou qui ne résonne pas. Ça marche pas, tu as une marque, etc. En VC, la marque joue beaucoup. Et dans l'autre sens, choisir la bonne équipe, le bon sujet et tout. Il y a quelques sujets qui sont pas si risqués que ça et pour plusieurs raisons, backer Doctolib lorsque Antoine et Olivier l'ont fait en 2015, parce que c'était même avant que moi j'arrive, c'était risqué, mais on a du mal à le voir. Ils connaissaient tellement Stan, qui était exceptionnel, et le modèle faisait tellement de sens que on pourrait dire que c'était moins risqué que des deals complètement stratosphériques. Par exemple, je trouve qu'investir dans Zenly au tout début, c'est exceptionnellement risqué. Et vous l'avez fait, Zenly? Non, on l'a fait. Okay. Et c'est juste pour ne pas citer que des boîtes dans lesquelles on investit. Et donc ouais, je pense que choisir la bonne startup, investir dans la bonne startup, il y a une part de chance et il faut la reconnaître. Ne pas reconnaître ça, je pense que c'est manquer un peu d'humilité. On va parler d'humain, et je continue dedans. Je te l'ai dit, mais je sais pas si t'es d'accord. Est-ce que le VC est un job d'humain, de relation et de... Ah, 100%, ouais. Est-ce que l'entrepreneuriat... Dit autrement, si tu lui poses des questions financières à un VC, il y a peu de chances qu'il réponde correctement. C'est ça qui est fou. Est-ce que c'est vraiment de la finance? Non, franchement, c'est au tout début, c'est on vraiment parle des premières levées de fonds. Hein. Ouais, en amorçage, en série A, c'est tout sauf de la finance, quasiment. Après, ça se financiarise un petit peu avec des KPI qu'on commence à regarder à partir de la série A, puis plus tu grossis, plus tu te rapproches du private equity, et là, effectivement, tu as des notions financières qui se... Et plus on est dans la rationalité au final. Tout à fait. Ok. Et beaucoup moins dans l'équipe fondatrice, parce qu'en fait, en série B, série C, c'est beaucoup plus interchangeable, et tu peux complètement recruter une équipe de management professionnel. Ce qui se passe beaucoup aux US. L'histoire de Benchmark, c'était ça à la base. Hein, Ok. Et c'est là où d'ailleurs les CEO peuvent step down et être tout à fait. Et c'est complètement dédramatisé aux US, beaucoup plus que celle-là en ouais, France. c'est une... c'est intéressant. En gros, tu dis que limite en France, un founder qui step down après la série A, c'est un très mauvais signe. Ouais, malheureusement.
Alors qu'aux US, c'est stratégique, quoi. Alors aux US, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais il y a eu une vraie époque où ça faisait partie du business. T'as monté une entreprise jusqu'à la série A. Alors à l'époque, ils faisaient des IPO super tôt et tout, comme eBay, tu vois. Je parle de eBay notamment. Et donc mettre un CEO professionnel à ce stade d'entreprise, c'était normal. C'était vraiment le passage du relais, le passage du bâton entre le founder et le CEO. Trop bien, t'as appuyé sur quelque chose qui fait mal, ça marche. Maintenant, laisse les professionnels s'en occuper et tout, quoi. Et tu crois à quoi, toi? Plus au côté français ou c'est le founder qui doit continuer? En fait, moi, je crois aux deux. Ok, non, mais ça dépend de l'histoire. si j'ai ma casquette un peu économiste, je pense que ça fait plus de sens de séparer les rôles. Ok. Un peu comme tu sépares dans une organisation sales qui marche bien, tu vas séparer les gens qui font la prospection, des gens qui font vraiment le closing. Et donc, je trouve ça intéressant de se dire qu'il y a des gens qui sont des parfaits fondateurs pour faire le 0 à 1, et ensuite, faut laisser le gouvernail à des gens dont c'est le métier et tout. Et ça dépend, du coup, du founder. Est-ce qu'il a l'épaule pour être CEO? Après, rarement, je pense que statistiquement, rarement, t'as des gens qui savent faire les deux. Mais ça s'apprend. Mais ça peut s'apprendre un petit peu, si tu le veux. Donc ça, je pense que l'aspect un peu froid. Je trouve que ça fait plus de sens de séparer les rôles. Et après, je trouve que c'est beau de voir des histoires de fondateurs qui sont encore aux manettes. Pardon, je dis fondateur, mais par extension fondatrice, c'est pour simplifier le discours, qui sont encore aux manettes après des années d'entrepreneuriat, quoi. Je trouve ça magnifique. C'est ça une victoire d'une entreprise, c'est que ta boîte perdure même si t'es plus aux manettes. Enfin, c'est une belle victoire pour toi. Ah ouais, carrément. Ouais. Ça crée un truc plus gros que toi. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Je reviens à l'humain et je veux savoir, en fait, on arrive un peu à la fin de Kerala et je te pose cette question et j'ai dû la poser à Camille et je l'ai posée à tellement de personnes qui sont allées. Alors Camille, c'est ma femme, hein, pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément. Écoute, une conversation, on est entre nous. Moi, je dis souvent, si les gens ils croient qu'on boit une bière et qu'on est en train de papoter, c'est que c'est un bon moment. Donc oui, Camille Thomas, fondatrice de Assistant Rénov, CEO, podcast probablement déjà publié. Je vous invite à aller l'écouter. J'ai promis à Camille que je te cuisinerai autant que je l'ai cuisiné, donc ne t'inquiète pas. Je me prépare. Ouais, on va y arriver là, on rentre sur cette deuxième partie et sur vraiment Carbon Fact, mais avant ça, je veux comprendre une chose. Est-ce que tu as pris conscience de ta valeur après avoir côtoyé autant d'entrepreneurs et que tu as désacralisé l'exercice en te disant « moi aussi je peux », sachant que, on le redit, t'as été convaincu par Antoine de monter Kerala, mais à ce moment-là, tu voulais déjà monter une boîte. Donc tu t'es projeté déjà. Je voulais monter une boîte, c'était mon plan, et Kerala, ça a été une espèce de grand MBA d'entrepreneuriat. Avec une expiration date, avec une limite. C'était sûr que j'allais faire ça toute ma vie. C'était le deal avec Antoine, et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc moi, j'étais chez Kerala de 2015 à 2020. Quand même. Ouais, on a quand même bossé, hein. Non, mais je veux dire, t'as pas fait que 5 deals, parce que vous faisiez un deal par an. On a fait 3 deals par an, on a fait 15 deals en tout. Ok. Que des boîtes SaaS, marketplace, que des deals très early stage au début, on mettait entre 100K et 1,5 million. C'est quoi ton dernier deal? Tout dernier que t'es fait? Je pense que ça doit être PlayPlay. PlayPlay qui est un SaaS d'édition de vidéos pour entreprises, qui a depuis levé avec Balderton et Insight, si je dis pas de bêtises. Donc le portfolio va bien. Ah ouais, Kerala n'est pas à plaindre. Non, franchement, tu vois, ça s'est super bien passé. Financièrement, ça s'est très bien passé. Et effectivement, quand t'es un peu sur le banc de touche et que tu vois des joueurs jouer sur le terrain, et je reprends la métaphore, ouais, tu te dis, en fait, j'ai envie de jouer, tu vois, j'ai envie d'essayer, je pense que je serais pas mauvais. Et là, c'est marrant parce que quand t'es VC et que tu montes ta boîte, ce qui est marrant, c'est que ton expérience de VC ne t'a pas exposé au vrai 0 à 1. Tu l'as vu, mais tu l'as pas expérimenté. En fait, quand tu rencontres les entrepreneurs, souvent, c'est qu'ils sont déjà en train de toucher quelque chose, il y a un tout petit peu de traction, il se passe quelque chose, quoi. Et donc souvent, tu n'as pas vu ce qu'ils ont vécu dans les 12-18 derniers mois. Et donc ça, quand toi, tu vas monter ta boîte, tu peux avoir une surprise qui, émotionnellement, peut être un peu challenging. C'est quoi, c'est la peur de la feuille blanche ou c'est se réveiller le matin et se dire il n'y a pas de tout doux, c'est à moi de la faire, en fait? Ouais, en fait, donc tu rentres dans un tunnel, tu sais pas trop combien de temps ça va prendre. Ouais, tu connais pas la durée du chemin, en fait. Tu sais pas si tu vas réussir à trouver une idée, quelque chose qui fait du sens pour des clients rapidement ou pas.
Et parfois, pour citer un exemple, quand on a commencé à réfléchir à monter une boîte avec Romain et Martin, mes co-founders de Carbon Fact maintenant, Salut. On regardait au début des sujets autour de l'efficacité énergétique dans les bâtiments. On faisait des tests de prospection, on disait voilà, on a déjà le produit qui marche et tout, est-ce que ça vous intéresse qu'on en parle On ment pas, on anticipe. Et quand ça marche pas, tu ne sais pas si tu es en train de pitcher la bonne idée, mais juste que tu es mauvais en sales, tu le fais mal. Ouais, mauvaise communication. Tu es bon en sales, mais tu pitches un truc qui marche pas. Ou tu es bon en sales, c'est un truc qui marche, mais juste ça prend du temps. Sois patient, ils n'ont pas répondu en 2 semaines, ça va venir. Et ça, quand tu itères sur des idées, tu ne sais pas si tu es dans le cas de figure 1, 2 ou 3. Et même, donc tu ne sais pas ce qu'il faut changer, quoi. Il n'y a pas un quatrième qui est le biais que tu peux avoir sur la réceptivité de ton prospect? Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il est prêt à payer pour ça? Est-ce que c'est un problème qu'il connaît déjà? Ça, du coup, je mets ça dans la catégorie 2, à savoir, t'es bon en sales, mais tu vends un mauvais produit. Ok. C'est pas la bonne proposition de valeur. T'as mal fait ton... Tu vends un truc qui ne marchera pas, mais tu le fais bien. Mais tu le vends bien, mais c'est un produit qui ne résonne pas chez ton prospect. Je veux parler juste d'une chose, c'est le 0 to 1. C'est intéressant que tu dises ça parce qu'en vrai, de vrai, ta boîte, tu commences à la monter quand tu y penses le soir avant d'aller te coucher. Quand tu commences à planter une première graine dans ta tête, j'aimerais comprendre, la feuille blanche, tu t'étais jamais réellement retrouvé face à ça. Est-ce que tu as eu des moments de doute? Comment tu as fait pour pallier à ces doutes? Est-ce que c'est ce moment où tu veux nous parler de Camille? Mais je suis sûr et certain que tu t'es aussi entouré d'autres pairs dans l'écosystème et qu'à ce moment-là, tu as eu des questions que tu leur avais jamais peut-être posées avant, quoi. Comment on fait pour garder le cap? Je pense que cette phase, il faut la vivre avec des cofondateurs ou cofondatrices, pour être plusieurs à vivre les montagnes russes émotionnelles. C'est plus simple, ouais. Effectivement, à ce moment-là, ton mari ou ta femme, donc moi en l'occurrence Camille, joue un rôle clé. Et Antoine Fraisse, que je voyais encore régulièrement et qui je partageais un peu les idées sur lesquelles je bossais, quoi. Tu peux être honnête à 100% avec Antoine, même si il va investir dedans? Ah oui, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Non mais Antoine... Non mais attends, Antoine, pas tous les VC. Ah non, Antoine, bien sûr. Okay, Antoine, il a gagné beaucoup d'argent, donc là, il espère rien du tout de Carbon Fact. Tu l'as remboursé les 300K ou pas encore? Oui. C'est pour ça qu'il est serein, en fait. Et du coup, effectivement, il a investi dans Carbon Fact parce qu'on voulait rester associés, quoi. Mais du coup, sur l'entourage que tu te constitues, c'est important de trouver des gens avec qui être vulnérables. Ouais, tout à fait. Et ça, pour le coup, moi, je peux l'être avec Antoine, avec Camille et mes cofondateurs. Ouais. Les deux, 5 personnes max, on va dire. Bon, après, c'est ce qui est sain aussi. Ça dépend un peu sans doute de ta personnalité. Moi, c'est en tout cas avec ces gens-là que j'arrive à l'être. C'est quoi les doutes que tu as? Et je m'explique. Est-ce que c'est des doutes sur est-ce qu'on est vraiment en train de monter la boîte qu'on pense être la bonne? Ou est-ce que c'est est-ce que le dernier recrutement il s'est bien passé? En gros, est-ce que c'est opérationnel ou est-ce qu'il y a des moments c'est plus sur la Là, je parlais vraiment plus de la phase au tout début. Parce que après, quand tu lèves des fonds avec des VC, oui, non, c'est vrai. Pour le coup, moi, je pense on pourra revenir là-dessus. Je pense qu'il faut être vulnérable. En fait, quand tu partages des choses avec tes VC, c'est un peu comme quand tu vas chez le docteur. Ça sert à rien d'aller chez le docteur en disant non, en fait, ça va, j'ai pas mal. Comme ton avocat. C'est vrai que les intérêts sont alignés, globalement. Sauf quelque part, il y a bien sûr des cas un peu limites, mais souvent les intérêts sont alignés et donc s'il y a quelque chose qui me fait mal ou sur lequel je suis pas à l'aise en ce moment, il faut souvent en parler à ton actionnaire, à ton VC, quoi. Ça sert à rien de mentir, quoi. Globalement, ça va juste créer un problème pour demain qui sera encore plus gros. Donc, T'as appris quoi dans le 0 to 1 que tu savais pas? Alors, et là j'espère que ça pourra être utile à des gens qui envisagent de monter une boîte. Je pense qu'il faut trouver des cofondateurs ou cofondatrices avant de trouver l'idée, de manière à pouvoir créer l'idée ensemble et pas avoir un sujet un peu de paternité ou de maternité sur l'idée, quoi. Ok, c'est notamment flexible. Ouais, et puis c'est pas la même peut-être appropriation de la part de tes cofondateurs. Je pense qu'il faut avoir un seul secteur ou une industrie qui te passionne, pour le coup. Vraiment, le sujet te passionne.
Et après, on va étirer dedans pour voir qu'est-ce qu'on peut y faire dans cette industrie. Et ensuite, sur les idées, je pense qu'il faut toujours, au début, en chercher 2-3 en parallèle, parce que ça va te permettre d'avoir une espèce de stabilité émotionnelle. Parce que concrètement, ce qui va se passer, c'est que tu vas tester une idée en pitchant, en envoyant un jour, quelqu'un va des emails. Tu vas prendre un meeting qui va trop bien se passer. La personne va dire je suis trop chaud, j'en parle à mon boss, on peut lancer un pilote. Là, t'es au high. Et tu fais un peu la même chose avec 2 autres idées qui, pour le coup, mettent un peu plus de temps à prendre. Et en fait, la première personne ne te répond plus jamais. Et ça, c'est vrai. Ça, on l'a vécu. Et donc là, tu retombes. Et là, tu retombes. Et donc, si tu peux avoir ton idée numéro 2 ou 3 qui, elle, est en phase ascendante parce que tu viens d'avoir une réponse favorable, au final, tu lisses un peu. Ah, donc tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Ouais, je pense que c'est important. Tu peux pas faire ça avec 5 parce que sinon il y a un problème de focus. Bien sûr. Mais tant que tu travailles sur la même industrie, et juste, je pense que ça peut servir en plus et ça c'est pas. Enfin nous on l'a fait, ça nous a, je pense, aidé. Ce que tu dis, c'est que quand t'es en 0 to 1 et que c'est tout petit, tu dois aller chercher des victoires au quotidien. Tu dois aller chercher des choses qui te disent toujours je suis dans le bon. C'est peut-être pas au quotidien, mais oui, t'as besoin d'un time frame un peu rapproché, donc à la semaine quoi. Ok. Est-ce que quand tu faisais ça, comment tu faisais pour prendre du recul? Donc on a dit, tu parlais avec des personnes, mais est-ce qu'il y a eu des moments, est-ce que tu as mis en place des... Allez, moi je veux parler de Camille un tout petit peu. Vas-y. Bon, j'en ai déjà parlé, donc je crois qu'à la maison vous pouvez parler un petit peu taf, mais bon, je crois qu'il y a une personne qui vous prend un peu de temps aujourd'hui depuis quelques mois, mais... Est-ce que vous aviez une sorte de sas de décompression? Est-ce qu'il y a des moments où tu lui disais vraiment j'ai besoin qu'on parle de la boîte, que je te vide? Attends, je vais être cash. Elle l'a dit dans le podcast, elle a dit Marc, il adore me raconter sa journée. Là, ça vient de tilter chez moi, donc. Mais oui, bien sûr. Tu peux pas dire non. Non mais attends, réponse courte, oui. Et à quel point c'est important. Mais c'était même pas au tout début, c'est tout le temps. Okay. Hier soir, on a encore parlé, on s'est débriefé de nos journées, on réfléchit ensemble. Et Camille se fiche de moi parce que elle me raconte sa journée comme ça, et moi, pour bien lui raconter ma journée, je suis obligé de prendre mon agenda. Et je avec les lunettes. Oh, je prends mon agenda sur le téléphone et je revois un peu les meetings et les choses que j'ai faites aujourd'hui. Et du coup, je la débrief. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu. Mais même pour toi, c'est important. Ça. Ah ouais, moi j'adore. Revoir, c'est quoi? C'est voir ce que t'as accompli, voir ce non, que t'aurais c'est plutôt, pu faire. Ouais, c'est plutôt la tenir un peu informée de ce que j'ai fait, où j'en suis, les questions que je me pose. Plus tu tiens informé ton plus one, et par extension, en fait, même tes cofondateurs et tes board members de ce qui se passe, plus le jour où tu auras besoin d'eux pour leur poser une question, ils auront un contexte riche. Elle parle le même langage que toi? Ah bah 100%. Ouais, je pense qu'elle peut te pitcher Carbon Fact, elle pourrait être CEO pendant plusieurs semaines et personne ne verrait rien. Attends, il y a d'autres questions qui arrivent. Elle, quand elle était... elle était encore en visite quand t'as monté Carbon Fact. Ouais, c'est vachement consanguin tout ça. Non, mais... Non, elle était... Elle était chez Briga. Alors, je crois qu'elle venait tout juste de partir... quand j'ai quitté Kerala, elle était encore chez Briga. Mais quand j'ai monté Carbon Fact, elle venait tout juste de partir de chez Briga. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ok. Non, on n'a jamais eu ce genre de... Il n'y a pas eu de décalage tu sais, de toi, t'es déjà entrepreneur et elle, en fait, elle les côtoie au quotidien, mais en même temps, c'est là où on voit la différence, quoi. Si, mais avant vraiment qu'on monte Carbon Fact, quand on était encore dans une zone de recherche et d'idéation, quoi. Ok. Et ouais, elle a rejoint EFI et du coup, ensuite, elle a monté Assistant Rénov. Elle m'expliquait, je lui posais la question, je vais te poser la même question. Bon, elle est biaisée, donc je vais essayer de le moins la biaiser. À quel point vous êtes 2 styles d'entrepreneurs différents, et je m'explique, enfin c'est peut-être une graine dedans, mais toi c'est ton projet avec tes associés, tu as itéré sur l'idée. Elle, c'est un projet qu'elle a porté dans une entreprise, et au bout d'un moment, il y a eu cette opportunité en fait de vraiment monter. J'espère que je pitch bien Assistant Rénov, sinon elle va m'envoyer un texto. Mais en gros voilà, c'est se dire que elle c'est de l'intrapreneuriat et que toi c'est de l'entrepreneuriat. Et on revient un petit peu sur le côté émotion. Est-ce que tu vois de la diff là-dessus ou pas? Je pense que c'est pas de l'intrapreneuriat ce qu'elle fait. Ok. Parce que, en fait, c'est une société à part. C'est pas comme quand mais tu qui est montes actionnaire. Même si je sais on en a parlé, l'audit, le conseil. C'est 2 sociétés à part. Donc, pour moi, entrepreneuriat, c'est plutôt, tu lances une idée, une cellule d'innovation au sein d'une grande boîte, mais y a pas d'action et c'est pas une société à part, quoi.
Ok. Là, pour le coup, il y a une société à part. Camille, elle est présidente, ouais. mandataire social. C'est de l'entrepreneuriat. La seule différence avec nous, c'est que elle a un actionnaire qui est majoritaire, voire total dans EFI. Actionnariat, ouais. Mais par contre, donc sur le côté émotionnel, en fait, tu te dis que vous pourriez avoir monté, ça aurait pu être l'inverse, mais qu'en fait, c'est dû à vos personnalités. Que c'est toi qui aimes aussi prendre ce temps, tu vois, de raconter toute ta journée en détail, alors que peut-être qu'elle le fait moins en détail. Ouais, je pense que Qu'elle s'occupe de nous, elle, quoi. Bah, elle bosse, quoi. Non, mais ouais, je pense qu'elle si, non, mais elle me partage bien sûr ses journées, et je connais très bien son équipe et ses sujets du moment. Mais ouais, peut-être que je suis un peu plus bavard qu'elle. T'es plus susceptible qu'elle sur ta Susceptible, boîte. Ouais. Ah non, pardon. Non, pas du tout. Ah, non, Non. pas du tout. Non, je dis, je suis plus bavard qu'elle. Non, je sais. Moi, quand je te dis susceptible, c'est que même si vous en discutez, recevoir une mauvaise information, est-ce que ça te... Tu vois Non, trop pas. Non. Pas. Ouais, franchement, non. Ok. Enfin, moi, j'ai une grande culture du feedback, j'adore, et je suis vraiment pas susceptible. C'est quoi tes moments de génie? Et quand je dis tes moments, c'est les endroits ou les temps. De génie? Ouais. Tu sais, et quand je dis génie, c'est, excuse-moi, c'est un mauvais mot. Je veux vraiment parler de créativité. Aïe. Aïe. Je pense pas être très créatif comme garçon. Je pense pas avoir de moments de génie. Non, je suis... Ok. Y a pas de moment où tu bosses mieux? Non, pas forcément. Non. Je veux parler d'une chose, c'est Carbon Fact. L'idée vous a pris combien de temps avant de la trouver? Comment vous l'avez trouvée? Pourquoi? On est d'accord, hein, mode et environnemental. Ouais. Pourquoi? Alors l'histoire, c'est que on voulait avec Martin et Romain monter une société qui participe à la décarbonation. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire du sens un petit peu. Ouais. Bon, pour le coup, on voulait monter une boîte qui attaque un gros sujet. Après, il n'y a pas que le climat, mais quand même, quand tu étudies un peu les choses, le climat, c'est quand même Il dans semblerait. le top, je pense. Donc ouais, on voulait travailler sur le climat. Et après, on n'avait pas d'appétence particulière sur la fashion ou autre. On a essayé plusieurs secteurs, du bâtiment. On a cherché à décarboner le cloud computing. Le cloud Donc, les computing. data centers. C'est avec cette idée qu'on a postulé à Y Combinator Ah ouais? en avril Ah, c'est 2021 et Y Combinator nous a dit votre idée elle est pas bonne, mais vous avez l'air pas mauvais, venez, mais en revanche changez d'idée quoi. Et donc, Putain, ils font ça, ouais, ici? bah ouais, ça leur arrive je pense parfois. Attends, le message, il est positif ou négatif? Ouais. Bah, T'as ouais ici, mais on te dit faut que tu pivotes. Loigo et non mais ils nous ont quand même expliqué pourquoi ils pensaient ça et on s'est rangé derrière leur raisonnement, c'était effectivement sensé. Donc non, on a rejoint Y Combinator en juin 2021. Attends, il est ouf le message sans de idée, dire... quoi. Ouais, mais il est encore plus ouf, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est, comme on dit, 1%, 99 d'exécution, et en fait on sait qu'on a les 3 bons gars pour exécuter. Donc c'est pas grave, Ils se l'idée. disaient que ces trois gars, statistiquement, ils vont sans doute être plutôt dans le top 50% plutôt que le bottom 50%, quoi. Ok. Bon, ça veut pas dire que ça réussit, un top On 50. verra bien, hein. Ouais, on verra bien. Non, ouais, je vous le souhaite. Non, je mais veux dire vas-y, même. vas-y. Ok, vas-y. Attends, et donc du coup, quand vous arrivez chez... Donc YC dure combien de temps, sachant que vous l'avez fait 3 en mois. remote? 3 mois en remote, parce que c'était juste post-Covid. Et là, c'est itération vénère au quotidien. Ouais, effectivement, il y a des cycles assez rapides C'est pas facile, non? d'itération. C'est là où c'est plus facile d'être à 3, j'imagine. C'est plus facile d'être à 3. C'est très, il y a beaucoup d'énergie, c'est très émulant parce que il y a plein de sociétés qui vivent la même chose en même temps que toi. Elles ont pas toutes le même stade de développement. Certaines font Y Combinator alors qu'elles ont déjà 2 ans derrière elles. Ok. Mais non, c'est très émulant et Il y en a c'est qui ont déjà grisant, des hein. clients? Ouais, tout à Ouais, fait. ok, Il y en a qui font d'accord. déjà même beaucoup de chiffre d'affaires et tout. Attends, on va juste faire YC après, mais juste là-dessus, je vois très bien, t'as un bon souvenir ou pas de cette période? Et quand je dis de cette période, c'est pas YC, mais c'est vraiment cette émulation collective que vous avez à 3 à Ouais. essayer d'éditer. Est-ce qu'il y avait un paperboard et vous étiez en mode, ok, on se parle pas pendant 10 minutes, on poste, on met 5 idées à plat et après on compare ou... Ouais, Non, j'ai rien de croustillant à te raconter non, si, là, si, Yacine. je vais quand même te donner des nuggets. Non, mais oui, si, c'était un peu une période, super intense, avec des idées qui changent régulièrement, des tests sur le marché. Dès qu'il y avait une opportunité de faire un pilote, on avait les yeux grands ouverts, on était trop contents. Et je me rappelle particulièrement de cette période, c'est que
Donc Y Combinator, pendant son programme, fait intervenir des entrepreneurs qui sont maintenant à la tête de grosses boîtes comme Airbnb, Brex. Et ce que j'avais adoré, c'est que ces gens-là, donc vu que ça fait partie de la communauté YC, ils partagent des choses qu'ils ne partagent pas en public. Et ils nous avaient montré un peu le derrière de la scène où tu vois ils nous ont partagé par exemple les premiers emails envoyés en back-office de Brex, donc qui est une banque, qui est un équivalent de Conto aux États-Unis. Et du coup, tu te dis, ouais, c'est incroyable. En fait, ils ont commencé avec un back-office complètement pété, en envoyant des emails foireux depuis une adresse Gmail. C'est rassurant, non? Ouais, tu te dis, ok, en fait, tu vois, ça n'a pas été un truc aussi beau et bien et léché depuis le début. Donc, ça, encore une fois, ça désacralise l'entrepreneuriat et ça, j'aime bien. Et donc, ça nous a donné beaucoup d'énergie, ouais. Est-ce qu'on sacralise trop l'entrepreneuriat en France? Ouais. De manière générale, je pense qu'on sacralise beaucoup plein de métiers. Ouais. Mais ça fait partie un peu du rêve sans doute aussi. Mais oui, c'est sûr qu'il y a un peu un mythe. Il y a une partie du mythe de l'entrepreneuriat qui est vrai. C'est sûr que tu as des montagnes russes émotionnelles. C'est sûr que tu as des moments de stress. Tu dors moins bien que d'autres métiers sans doute. Mais des gens sauvent pas des vies. On sauve pas pas tous. Quelques boîtes peut-être. Nous non en tout cas. Mais ouais, c'est sûr que. Mais au total, c'est sans doute un peu trop sacralisé. Ouais. Enfin, on en fait trop une montagne, alors que finalement, si tu mets un pied devant l'autre, ça finit par marcher quand même. J'ai l'impression que tu sais, aux US, ils sont en mode go for it, tu vois, cet enthousiasme et tout très débordant qui nous, on le trouve très cringe, tu vois. Au bout d'un moment, on est en mode arrêtez les gars. Mais nous en France, à force de refléter nos peurs, et c'est ce que je fais en plus avec toi dans le podcast, mais tu vois, dire putain c'est dur, et si, est-ce que à force de dire ça, on décourage pas les gens à se lancer? Peut-être, mais du coup mon message aujourd'hui c'est que c'est pas dur. Ok, c'est vraiment pas dur. On va c'est en pas dur. Juste après, mais tu prends du plaisir en tout cas dans cette douleur. Je vois ma fille le matin et le soir, je dîne tous les soirs, la liberté. Je bosse jamais après 18h30, 20h. Tu bosses le week-end parfois? Jamais le week-end. Ah ouais, ok, donc tu te mets... Mais tu mets des tunnels à Camille. Mais je mets des tunnels à Camille. Camille, c'est mon board member indépendant. Trouver une femme board member indépendant et gratuite surtout. Dédicace Camille. Attends, je vais revenir là-dessus. Donc ok, vous sortez d'OIC, vous avez votre idée, c'est bon, c'est fashion et... En fait, dans l'environnement, mais sur l'industrie de la fashion. Donc l'idée qu'on veut tester pendant Y Combinator, c'est de créer une espèce de Wikipédia de l'empreinte carbone de tous les produits de consommation. Donc imagine une plateforme dans laquelle tu tapes chaise, micro, tasse à café, et on te donne l'empreinte carbone. Okay. Si tu tapes un modèle précis d'une marque, eh bien soit la marque a payé et nous a donné de la vraie information, et donc son empreinte carbone sur ce produit-là est précise, que tu avec un petit logo vérifié, un peu comme Trustpilot. Okay. Soit elle n'a pas payé, et donc on se base sur les informations qu'on a en ligne, et donc c'est approximatif. Okay. C'est ça l'idée. Pour commencer ça, qui trop embrasse mal étreint, on se focus sur une industrie, on prend la fashion pour plusieurs raisons, et dans la fashion, on prend les chaussures pour être encore plus focus, et dans les chaussures, on prend les sneakers. Ok. On est vraiment genre très niche au début. Et on commence à faire ça, on commence à onboarder à gauche des marques, plutôt avec un ADN sustainable pour mesurer l'impact environnemental de leurs produits. Et notre idée à ce moment-là, c'est ensuite d'aller voir des retailers multimarques, donc des gens comme La Redoute, Zappos, Sneakers, Zalando, et on leur dit écoute, je peux scanner les 10 000 produits, 10 000 paires de chaussures que tu as sur ton site web. Je vais arriver à identifier, grâce à notre technologie de mesure d'impact à l'échelle, les 10% de tes produits qui sont les moins carbonés. Okay. Et donc, tu vas pouvoir construire ton corner, appelle-le climate friendly ou bas carbone, etc. Avec un tampon carbon fact, donc tu as un tiers indépendant qui le fait. Est-ce qu'on a une demande de end user, donc nous les clients quoi, qui achetons des baskets,
ou est-ce que tu trouves que les entreprises, tu as dû les convaincre? Est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que, enfin, c'est pas du greenwashing, mais est-ce qu'ils le font par communication ou est-ce que c'est vraiment un sujet dont ils s'en emparent? Ah, ça dépend un peu des entreprises. À ce moment-là, les marques à qui on parle, pour le coup, elles sont toutes sincèrement motivées pour mesurer leur impact. Les retailers multimarques, c'est plus dur pour eux parce que eux, en fait, c'est pas leur produit. Donc, ils n'ont pas la main non plus sur le choix des matériaux, le choix des... Eux, ils dépendent des clients. En revanche, donc, ils reçoivent plein de produits et ça les intéresse d'aiguiller, de flécher un peu le consommateur vers des produits mieux disants d'un point de vue impact environnemental. Et donc, ça, c'est ce qu'on teste. Et on arrive à signer quelques clients, mais ça a du mal à décoller. Je crois qu'en l'espace de 9 mois, on passe de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires récurrent annuel. Donc, Annuel, ok. Oui, t'es pas encore rendu. Sauf que, en faisant ce tour de piste, on rencontre des marques plus grosses. Ok. Qui nous disent en substance, j'ai pas envie de mettre mon produit sur votre site web, votre Wikipédia, ça m'intéresse pas. En revanche, là, au slide numéro 3, tu m'as dit que vous avez une techno qui permet de mesurer l'impact à l'échelle sur des centaines, milliers de produits. Ça m'intéresse, parce qu'aujourd'hui, quand je fais ce genre de mesure, on appelle ça une analyse de cycle de vie, ACV. Quand je fais une analyse de cycle de vie sur un produit, ça me coûte entre 7 et 15 000 euros pour un produit. Et ça me prend, donc je fais appel à un consultant et ça me prend entre Ils font à la mano 2 et 4 semaines. Parce que oui, en fait, donc c'est là où on découvre ce qu'est une analyse de cycle de vie. On se rend compte que faire une analyse de cycle de vie, c'est un peu comme c'est une grande équation mathématique à 100 paramètres en entrée qui répond à une norme qui est dans un PDF de la Commission européenne. C'est un PDF de 200 pages. Et donc aujourd'hui, les consultants n'ont pas d'autre moyen que de faire ça un peu à la main. Et c'est des gens qualifiés. Et donc, oui, effectivement, quand tu mets bout à bout les choses, ça leur prend des semaines. Et donc, ça fait que pour avoir l'information de l'impact environnemental de un produit, une marque doit dépenser, disons, 10 000 euros pour faire les choses simples. Et ça lui prend 6 semaines. Donc, impossible pour elle d'avoir une vision sur 100% de son catalogue. Et d'autant plus qu'il lance des nouveaux produits je veux dire le temps de sur le marché. Ouais. Et c'est, donc c'est ça le point de départ. C'est là où on se dit avec Martin et Romain, il y a un truc à faire. Ouais. L'information précède l'action. Aujourd'hui, l'information n'est pas disponible parce qu'elle est trop chère et trop lente. Il faut qu'on attaque ça. J'ai envie de creuser, c'est dommage, le temps file. J'ai dit que ce podcast n'était pas sur Carbon Fact, j'ai juste envie de te poser cette question. Déjà, je tiens à souligner une chose, c'est qu'à ce moment-là, vous avez pivoté, vous vous dites que ça y est, on a trouvé le bon créneau. Bon, vous êtes quand même conscient que 10 cas de ARR n'est pas assez, mais du coup, vous êtes à l'écoute. C'est-à-dire que quelqu'un qui est... Enfin bref, je trouve ça intéressant. Question que je voulais poser, est-ce que vous dépendez, c'est-à-dire l'information mène à l'action, est-ce que c'est normé? Est-ce que c'est normé? Est-ce qu'il y a des lois qui vont être votées demain? Oui. Est-ce que vous comptez là-dessus dans votre modèle? Et je vais avoir une dernière question. Ouais. À quel point vous n'êtes pas le Yuka de... Ok, très bien. Dédicace à Yuka. Donc oui, il y a des normes. Il y a des normes, un peu comme il y a des normes dans la comptabilité économique. Nous, on pense qu'en fait, il y a un parallèle qui va de plus en plus exister entre la comptabilité économique et la comptabilité environnementale. Parce que dans X années, les entreprises manageront leurs données environnementales avec la même sophistication qu'elles managent aujourd'hui la donnée financière. Si on arrive à avoir ces infos et à les traquer. Tout à fait. Et donc, c'est ça la vision de Carbon Fact, c'est d'apporter une solution logicielle très sophistiquée pour que les entreprises aient accès à de l'information précise, automatisée, des outils de budgeting, modeling et de reporting automatisé. Et après, donc oui, il y a des réglementations qui arrivent. Est-ce qu'on dépend de ça? En fait, il y en a tellement que s'il y en a une qui vient, l'autre qui part, finalement, ça nous impacte assez peu. Nous, notre conviction, c'est que à la fin, ce qui est bon pour l'humanité et ce qui est bon pour les entreprises, les consommateurs, les gouvernements vont converger. Dit autrement, le climate change, le changement climatique, ça va finir
paraître la priorité numéro 1 des consommateurs, des gouvernements et des entreprises. Attends. T'as fait YC. Ok, YC, donc Y Combinator. C'est aux US. Ouais. Déjà, bon, oui, ils étaient quand même réceptifs. Bah en fait, je sais plus quoi. La Silicon Valley, elle est climate change friendly ou elle est Trump friendly? Je suis un peu perdu là, je te cache pas. C'est pas si facile que ça. On est d'accord, on est un peu du père là. Mais à la limite, c'est un peu tactique ça pour nous. Nous, on est en mode sur le long terme. Okay. Ce qui est bon pour l'humanité va forcément converger avec ce qui est bon pour les consommateurs, gouvernements. Mais le marché est pas mature aux US là, à l'heure actuelle. Si, nous aujourd'hui, on fait 40% de notre chiffre d'affaires aux US. Vous couvrez. Nos plus gros clients sont aux US. Ok, d'accord. Ouais. Donc quand même. Ouais, non, franchement. Ok, mais t'as pas une pédagogie, évangélisation, éducation à faire là-bas, quoi? Franchement, non, ça va. Et limite, en fait, il y a aussi un peu moins de concurrence aux US. Enfin, ma directrice commerciale me tirait les cheveux si je disais ça, mais je trouve que c'est un peu plus facile aux US qu'en Europe. Non. Et ouais, je vais te poser cette question sur Yuka. Je m'explique, Yuka... Bon, ils ont augmenté, là, je sais plus combien ils sont, 1 million d'utilisateurs, mais je crois qu'ils étaient à 42 millions à l'époque où il y en avait que très peu aux US. Je suis un grand fan. Donc voilà, ils ont bien expand. Par contre, leur business model est très particulier et c'est pas du tout une boîte qui a vocation à devenir billion-dollar company. Enfin, je crois, Julie, si je dis des bêtises, ne m'en veux pas. Mais je peux comprendre un petit peu, c'est quand même une référence sur l'impact. Alors, c'est pas l'impact environnemental, enfin si, mais il y a aussi... C'est plutôt santé, je pense. Santé, ouais, mais je me demande si... Non, ils ont lancé un peu... Je sais pas, en tout cas où ça doit suivre, en tout cas je l'espère. La différence avec Yuka, Yuka, je pense que c'est un succès parce que ça impacte, en tant que utilisateur, ça impacte ta santé à toi, demain. Donc c'est direct. Si tu changes ton alimentation, c'est tout de suite. Le climat, c'est une initiative qui doit être collective parce que tout le monde est responsable et ça impacte tout le monde. Et l'impact, il se ressent pas tout de suite. Il y a une inertie telle dans le système climatique qui fait que tes actions aujourd'hui se verront peut-être dans des années. Et donc ça, pour l'animal que nous sommes, c'est très dur. Okay. C'est pour ça que tu fais du B2B plus que du B2C. C'est pour ça qu'on fait du B2B. Ok. T'as vocation à être billion-dollar company? Nous, on a vocation à participer à la résolution de la crise climatique. Et on pense que si on remplit notre mission, ça peut effectivement avoir comme conséquence qu'on ait une taille de plusieurs centaines de millions d'ARR. Donc, est-ce que c'est une billion-dollar company? Je sais pas, mais en tout cas, c'est ça la taille. Plusieurs centaines de millions d'ARR. Ouais. Vous les avez juste sur la fashion, c'est 2% du PIB mondial. Juste sur cette industrie-là, on peut faire une boîte entre 1 et 3 milliards de chiffre d'affaires. Il me semble, c'est quoi? C'est la deuxième industrie la plus polluante? Enfin, c'est dans le top 3, c'est entre 5 et 10% des gaz à effet de serre mondiaux. Je crois qu'on pollue plus qu'avec l'avion si on voyage 2-3 fois par an versus avec nos sables. L'avion, ça doit être autour de 2%. Ouais, c'est ça, ouais. Après, la fashion, il y a aussi des sujets d'allocation, tu vois, genre, est-ce que le mouton dont tu prends la laine, est-ce que tu le comptes dans agriculture ou fashion? Pareil pour les transports. Mais bon, à la fin, oui, c'est ordre de grandeur, c'est 5 à 10%. J'ai une question bonus, elle va te faire rire. Vas-y. Christophe Castaner. Non, si, Christophe Castaner. Tu vois de quoi je parle ou pas? Ouais, je vois que t'es de quoi tu parles. Ouais, ok, donc devenu conseiller RSE pour Shein. Qu'est-ce qu'on en pense, cher Marc? Franchement, est-ce qu'il va vraiment faire du bien à Shein, cette marque de fast fashion qui... Pas de commentaire. On est d'accord que c'est les pires élèves de votre industrie? Pas de commentaire. Ah ok, alors j'ai une vraie question. Est-ce que tu aimerais que Shein soit client de Carbon Fact demain? Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Putain, j'avais dit pas de politique en plus. Parce que, non mais, en vrai, je suis sincèrement intéressé à la réflexion là-dessus. Si ta mission, c'est de décarboner l'industrie de la fashion, tu dois bosser avec tout le monde. Il faut travailler avec tout le monde, toutes les forces qui veulent se décarboner, qui sont sincèrement motivées par la décarbonation, quel que soit leur pays de provenance, quel que soit leur modèle, leur logo, leur couleur. Et j'irais même à dire qu'il faut même en priorité travailler avec ceux qui mettent le plus de volume ou qui sont le plus impactants sur le climat. Okay. Donc, c'est un sujet top down, bottom intéressant, tu vois. Je trouve que c'est pas facile d'avoir un avis tranché là-dessus. Et vous vous attaquez au gros?
Ou très très Ah gros. oui, nous dans nos clients, on a des marques qui sont au-dessus de 5-10 milliards de chiffre d'affaires. Ok. Tu donnes des noms ou pas? Ah oui, bien sûr, tout est public sur notre site. Hein, Bah, c'est qui le client où tu te dis... c'est qui le client qui t'a le plus agréablement surpris? Où tu t'es dit, ah, celui-là, on aurait pris du temps à le convaincre, normalement. Ah, franchement, je sais pas. Non, franchement, je Bon, pense pas que... Chine, visiblement. Ah, on n'a pas le plaisir de travailler encore avec Chine. Non, mais tu vois, donc dans nos Christophe, si tu gros veux. clients, on a Columbia Sportswear Company aux US, Carhartt aux US, Ah, vous avez qu'un. On en Suisse, la marque de Ok. running. Non, on a plusieurs entreprises clientes qui font des milliards de chiffres d'affaires. Et après, est-ce qu'on a été surpris? Non, franchement, on n'est jamais trop surpris de ce qu'on découvre, quoi. Ok. Le côté sur lequel on est le plus surpris, peut-être, c'est la donnée, l'état de la donnée chez les entreprises. Catastrophique. Les pires Qui est que vous inégal. pensiez. Ah ouais, ok, d'accord. Il y a des marques qui sont très avancées et indécent. d'autres qui sont un peu moins avancées. Ouais. J'espère que le message est passé. Bon, on va terminer cette interview et j'ai cette vraie question à te poser. Carbon Fac demain, Ouais. tu peux le revendre? Ah, c'est intéressant. Bah, C'était pas intéressant avant. cette question Le est gars particulièrement est intéressante. susceptible. Non, mais en gros, pour réfléchir un peu à cette question, si on se dit que demain, il y aura des réglementations qui viendront du monde entier pour mesurer l'impact environnemental et le réduire, qu'il y aura des mécanismes d'incentive qui d'ailleurs, parenthèse, existent déjà auprès des banques et des fonds de private equity qui cherchent à investir dans des entreprises qui sont conformes aux accords de Paris parce que ça permet à ces acteurs financiers de collecter du capital moins cher. Mhm. Donc il y a déjà des incentives en place, il y a ce qu'on appelle des green bonds. Si tu imagines demain qu'il y a une taxe carbone, enfin bref, tout ce genre d'outillage qu'on retrouve parfois sur la comptabilité économique, alors la maîtrise, la gestion de la donnée environnementale, elle va être stratégique pour les entreprises. Et donc Je demain, souhaite de tendre vers ça. demain, Ouais. ça peut faire complètement du sens pour un gros acteur logiciel type ERP d'ajouter une verticale climate management dans son offre. Pourtant, il pourrait très bien le faire dès maintenant. Il le fait pas parce qu'il a d'autres focus. Émotionnellement, ça te ferait pas chier de leur vendre un petit SAP ou Oracle ou je sais pas quoi. Un vieux de la vieille. Franchement, si on pense que c'est ça ce qui permet de remplir la mission, si on pense que ça peut enrichir les salariés qui étaient là, qui ont pris un risque avec nous depuis le tout début, si on pense que ça peut recycler l'argent des business angels qui ont cru en nous dès le début, si on pense que ça peut enrichir les fonds d'investissement qui ont pris un Vision risque, et argent. Ouais. C'est les deux choses. Ok. Ok. Et sans me dire qui, parce que je sais que tu me diras pas qui, il y a des gens à qui tu sais que tu revendras jamais. ceux qui n'ont pas d'argent déjà. Il y a des gens qui sont très riches à qui tu ne revendras jamais. Sans doute ceux qui n'ont pas un projet d'entreprise qui est aligné avec ce qu'on veut faire de la boîte. Ouais, mais après la com, c'est la com. Hein. Si Monsieur Castaner demain vient te dire on vous rachète si En votre vrai, entreprise est superbe. L'avantage, je sais pas si c'est un avantage, mais la chance qu'on a quelque part avec mes cofondateurs, tous les trois, c'est qu'on a eu de la chance par le passé et on n'a pas besoin de gagner de l'argent maintenant. Donc vous êtes ok. Donc en fait, on va pas vendre juste pour des raisons financières, quoi. Ok, très clair. Donc le coût d'opportunité pour toi, c'est pas si énorme. On est plutôt dans une logique on adore ce qu'on fait au quotidien, le sujet nous botte, on kiffe les gens avec qui on travaille, on a un boulevard, le problème il est là, il est énorme et il est encore là pendant longtemps. Il me semblerait. Donc let's get to work. Si pour X raison Carbon Fac n'atteint pas les objectifs que tu veux, ou pour X raison, bref, on lui souhaite pas, mais si ça crache demain, tu fais quoi? Tu remontes une boîte? Ou t'appelles Antoine? C'est une bonne question. J'y ai même pas réfléchi, quoi. Ok, bah J'ai oui, même pas en mode réfléchi. je vis au quotidien. Ok. Tu Ouais. te verrais être en CDI? C'était peut-être plus ça ma question. Ou est-ce que l'entrepreneuriat, ça a été un déclic et tu ne repasseras jamais pour toi de l'autre côté? Ouais, je pense que je suis un peu condamné là. Ouais, t'es condamné. Ok, ça va, y a pire. En tout cas,
s'il y a du succès. Ouais, Je ouais. comptais sur- non, parce que c'est vrai que je Ah, après, ça dépend ce que je tu pourrais être définis dans de la succès, mais- merde là et les gens comprendraient pas de quoi on parle. Bon bref, dernière question du tac au tac sur une échelle de 1 à 10, cher Marc, à quel point tu es heureux au quotidien? Ah, là, je suis à 10 là. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? Ah, suffisamment. Je suis à peut-être 9, quoi. Ok, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job d'entrepreneur, toi, t'apporte du sens dans ta vie perso au quotidien? Ouais, à 10. Et à quel point ce même job te demande des efforts ou est difficile au quotidien? C'est sans doute par phase. Franchement, en ce moment, donc là, on enregistre, on est en janvier 2025. Ouais, le 30. En ce moment, c'est pas si dur, quoi. Et puis il y a une belle corrélation entre la difficulté et le bonheur. En Sans tout doute, cas, ouais. Sans doute un peu, ouais. C'est mon avant-dernière question. L'avant-dernière. Monter une boîte avec Camille un jour, ta femme. Ah, ça, c'est intéressant. Enfin, je dis pas que les questions avant n'étaient pas intéressantes, mais celle-là est aussi intéressante. Non, mais bah, je sais qu'il y a plusieurs histoires. Je sais plus ce qu'elle a Belles histoires. répondu, hein, moi. Donc, mais ah si, je crois qu'elle m'a dit ça aussi. Attends. C'est vrai. Il y a plusieurs histoires entrepreneuriales belles et Familiales. et réussites en couple, en famille, bien sûr. Bah, je pense que pour ma part, je vois une valeur dans le fait de distinguer le sujet pro du sujet perso avec ma femme, quoi. Ok, ça serait risqué en fait de tout mélanger. Ça serait sans doute risqué. Tu peux perdre un peu les deux quand on perd un. Ok. Et aussi, je vois, moi je l'expérimente tous les soirs, tous les jours, je vois la valeur que ça a de connaître, enfin d'avoir quelqu'un que En tu dehors de aimes, ta boîte. qui t'aime, qui te connaît très bien et qui est en dehors de ta boîte pour t'aider à réfléchir, prendre du recul. Et c'est une valeur exceptionnelle. Ok. Et moi, enfin, il y a plusieurs fois où des coachs m'ont proposé leur service. En fait, moi, j'ai déjà un coach. Et on la salue. Ce serait qui le CEO ou la CEO? Dans le meilleur des Si on mondes. montait une boîte tous les deux. Ouais, une super boîte, ça marche très bien, très Ah bel là là, équilibre. putain, C'est qui le CEO? Si je réponds à cette question, je vais me faire taper ce soir. Ben je sais. Allez, tu peux botter en touche. Non, je pense qu'on montrait une boîte où il y aurait un modèle un peu co-CEO, comme Mano Mano. Allez, la réponse parfaite. Qu'est-ce qu'il est fort. Et c'est du coup ma vraie dernière question. Vous avez une fille, elle s'appelle Nour. Ouais. C'est quoi la matière qu'elle devrait avoir en primaire qui n'existe pas aujourd'hui? Oula, très bonne question aussi. Le savoir-vivre en société et la capacité à... J'ai pas l'expression en français. Ouais, C'est une expression en anglais que j'adore, c'est assume good intention. Ah ok, ok. Ce qu'on appellerait en France et que moi j'adore parce que j'y crois à 100%, le monde des bisounours. Les gens pensent que les C'est gens pas le sont monde des bons. bisounours, non mais enfin c'est juste que par défaut, lorsque tu vois un comportement de quelqu'un, imagine, enfin mets-toi à sa place et dis-toi, est-ce qu'il existe un scénario crédible dans lequel, si j'étais à sa place, en fait j'aurais fait la même chose parce que voilà, il me manque C'est un de élément de l'empathie. décor, on peut associer ça à de Empathie, l'empathie sans doute. compréhension, Ouais. analyse. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de réactions dans la société qui sont épidermiques, alors et souvent parce que les gens ne font pas ce travail d'être un peu plus à la place de l'autre. Et ça vaut pour des métiers différents, des classes sociales différentes, des positions politiques différentes. Et donc aujourd'hui, quand tu vois à quel point le monde et l'espace politique en France est polarisé, je pense qu'une partie du problème vient de cette incapacité à se mettre à la place de l'autre et à chercher un compromis et à comprendre comment est-ce que je peux voir le monde à travers les yeux de l'autre. Et si je comprends bien, On a dit qu'on parlait pas de politique. Hein. non, on a dit putain et en plus tu vas avoir ma phrase, mais si je comprends bien, mais c'est bien, c'est plus social et sociétal. Comprendre l'autre permet de pas être extrême dans ses pensées aussi. Je pense, ouais. C'est d'atténuer, de lisser. Bon bref, on a dit qu'on ferait pas de politique, mais j'adore ce que tu dis. En fait, tu dis qu'il y a un côté compréhension de l'autre, il y a un côté empathie, sensibilité, mais en même temps il y a aussi qui sommes-nous et notre place, j'imagine, par rapport aux autres et comment on interagit. En fait, ouais, je sais pas si c'est du savoir-vivre ensemble. Ouais, on peut dire ça. L'expression est sans doute un peu galvaudée, mais ouais.
Bon, it's a wrap. Merci pour ton temps. On Merci a un à peu toi. croqué, on a fait 1h15. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir, ça va. Je suis pas payé à l'heure, donc... J'avais fait Merci à toi. un quart de ton TJM. Merci à tous de nous avoir écoutés. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Voilà, une petite victoire après l'autre. Et surtout, l'entrepreneuriat, c'est pas si dur si vous prenez du plaisir et que vous y mettez de la passion. C'est pas si dur. Donc voilà, et devenez riche comme Marc. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.